Bonjour à tous. Je reçois dans Marque-Page René Yedietti, président-directeur général du groupe La Librairie de France. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous également et je suis heureux d'être ici. Merci. Alors nous parlerons des 80 ans de La Librairie de France et de ce recueil de poèmes taudis du bonheur publié en 2014. Ouais. À titre posthume par votre feu père, Édouard Coulibaly Yedietti. Alors, la Librairie de France a 80 ans. Je peux dire que la vieille dame se porte malgré tout bien. Oui, elle se porte bien. elle se porte bien et comme toute vieille dame avec son histoire et puis voilà, tout le chemin qui est encore à parcourir devant. Alors, c'est quoi cette histoire de la Librairie de France? Bon, alors, elle est longue, mais je vais la résumer très vite. Bon, alors, la Librairie de France est issue d'abord de l'aventure d'un Français passionné. Hein, c'est le père Barnoin, donc, qui traverse l'Atlantique et le désert pour arriver ici après quelques périples. Donc, il commence à vendre, à l'époque, on dira, aux indigènes. Quelques dictionnaires, quelques cartes postales et tout le reste. Et c'est comme ça qu'il implante la Librairie de France. Donc c'était 1938. Voilà, et il fait son chemin avec sa famille jusqu'en 1997, où, donc, n'oubliez pas que la dévaluation est passée par là. Il revend donc son enseigne à un groupe où je travaillais qui s'appelle Pharmafinance. Donc c'était un groupe de pharmaciens qui cherchaient simplement à diversifier leur activité. Donc ils disaient que le livre ressemblait aux médicaments, puisque c'était le livre nourrit l'esprit et le médicament guérit le corps. Et donc fiscalement c'était pareil, il n'y avait pas de douane, etc. Donc ils rachètent l'affaire en 97. Ils essaient de le développer à l'image de leur groupe, c'est-à-dire avoir une multitude de magasins comme les pharmacies et derrière être un grossiste distributeur. Voilà. Malheureusement, 97-99, on a le coup d'État et puis toutes les séries de crises que vous avez connues jusqu'à 2004 où ils avaient déjà un réseau de 25 magasins en 2004. Et juste en une demi-journée, voilà, sentiment anti-français. On se trompe d'enseigne. Librairie de France, ça veut dire France. Ouais. Ils perdent 18 magasins une demi-journée. Pillés, brûlés, saccagés. Voilà. Et moi, à l'époque, j'étais directeur général donc, du groupe de la holding de Pharmafinance. Et donc, on décide de mettre la clé sous le paillasson. Voilà. Et comment vous en êtes devenu le patron? Alors, en tant que directeur général, donc, il fallait répondre au conseil d'administration sur cette décision. C'était tout simple, j'ai évalué le coût de faire faillite. À l'époque, ça aurait coûté au groupe 12 milliards de francs CFA. Voilà, de tout fermer, de payer les fournisseurs, de payer les dettes et tout, c'était 12 milliards de francs CFA. Donc je leur dis, 12 milliards de francs CFA à mettre en perte dans les comptes, ça fait un peu lourd. Trouver une autre solution. Donc on décide de trouver un repreneur. Donc j'ai eu le mandat, j'ai tourné partout, en France, ici, les Libanais, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais vu la situation, l'ambiance de l'époque, personne n'avait la visibilité. Il y en a qui voulaient ramasser la petite cuillère et puis il y en a qui se disaient, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, l'avenir, l'environnement et tout ça. Bon, en fait, il n'y avait personne. Et le président du groupe me dit, écoute, moi, même si je trouve quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui est prêt à me payer dans le temps, l'essentiel, c'est que je sorte. C'est comme ça que j'ai dit, écoute, sur ce schéma, moi, ça m'intéresse de tenter l'aventure. Parce que je connaissais, d'assez loin, mais je connaissais un peu la structure. J'étais intervenu dessus un peu en tant que directeur de la holding, donc c'était une filiale, donc je regardais un peu. Puis c'est comme ça qu'après de longues discussions, j'ai décidé d'y aller et il accepte parce qu'il n'était pas très chaud au départ. Il accepte d'y aller. En mars 2005, on signe le protocole. Et bon an, mal an, je signe un papier avec une dette de 4 milliards pour reprendre la Librairie de France Groupe. Et aujourd'hui, voilà elle se porte bien.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, elle se porte bien par rapport au type d'activité que c'est. C'est une entreprise donc, qui a doublé, plus que doublé ses capitaux propres depuis la reprise. On y a mis en fait une vision personnelle. On a essayé d'adapter la chose à l'environnement, parce que c'est vrai qu'on s'appelle Librairie de France Group, mais à l'intérieur, vous avez divers métiers. Aujourd'hui, le livre, dans notre chiffre d'affaires et activité, représente que 30%. Voilà, donc on essaie aussi de maintenir les livres par rapport aux autres activités qui peuvent être plus porteuses et voilà. Mais on garde l'activité livre comme cœur de métier également. J'ai bien envie de vous demander, mais que signifie aujourd'hui être libraire en Côte d'Ivoire? Alors, je vais vous expliquer ça de façon très simple. Déjà, être libraire en Côte d'Ivoire, ça doit d'abord provenir d'une passion. Ça relève d'un sacerdoce. D'un sacerdoce et d'une passion. Je dis bien libraire. C'est-à-dire, un libraire, c'est celui qui distribue du livre. Donc, c'est une activité toute seule qui reste très, très difficile. Pour vous donner quelques chiffres, le livre en Côte d'Ivoire, c'est 70% de chiffre d'affaires qui représente le scolaire. C'est-à-dire que vous êtes libraire, vous allez faire 70% à peu près, entre 65 et 70% de votre chiffre d'affaires en vendant des ouvrages scolaires. En sachant que sur cette période, tout le monde devient libraire. Ouais. Donc il faut trouver des astuces et des idées pour aller vendre vos livres. Ça veut dire que, et ça va durer 2 mois. Ça veut dire que sur les 10 autres mois de l'année, vous allez avoir à peu près 30% de votre chiffre d'affaires qui va s'étaler sur 10 mois. Donc, il faut trouver les moyens de vivre parce que vous avez des charges fixes, etc. C'est ça la réalité aujourd'hui du terrain. C'est pour ça que vous en voyez de moins en moins. L'une des raisons que je combats encore jusqu'aujourd'hui, c'est cette fameuse gratuité de l'État qui a tué et qui a enfoncé en fait les libraires classiques. Parce que l'État décide de donner des manuels gratuitement dans le primaire, qui représente une belle population. Mais les achats de l'État ne passent pas par les libraires, passent directement par les éditeurs. Donc ça finit d'achever la difficulté du libraire ivoirien. Donc la gratuité de l'école est un problème pour l'activité en librairie? Non, alors je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que la gratuité de l'école, des ouvrages scolaires dans l'école a été mal pensée parce qu'elle n'a pas pris en compte la chaîne du livre, qui partout est une chaîne qui est constituée et qui doit être respectée. Voilà. Si les ouvrages de la gratuité étaient commandés auprès des libraires, beaucoup de libraires auraient sûrement survécu. Alors, aujourd'hui, il y a aussi le défi de la modernité. J'ai vu que la Librairie de France se lance dans le e-commerce. Est-ce une chance? Est-ce que le salut pourrait peut-être passer par là? Oui, en fait, comme j'ai dit, on s'adapte à notre époque, on s'adapte à notre temps. Donc, alors, si vous regardez bien les enseignes des librairies de France, vous en avez 3. Vous avez la Librairie de France qui reste donc les magasins, le réseau de magasins, vous en avez 10. Vous avez Barno Informatique, qui est une vraie S2I, où on a une quinzaine d'ingénieurs qui conçoivent et qui commercialisent des solutions et des logiciels, etc. Puis vous avez Bureautop, qui est une force de vente. Donc, notre boutique en ligne a été conçue par Barno Informatique et animée par Barno Informatique. Et comme je vous dis, tout le monde parle de numérique, tout le monde parle, bon, même en France, parce que je suis administrateur de l'AILF, qui est l'Association internationale des libraires francophones. Le livre numérique et les ventes en ligne représentent encore une part infime en fait du commerce du livre. Oui, on n'en est qu'au début aussi. Voilà, on n'en est qu'au début. Donc, je veux dire, on se met dans la vague. Voilà. Il y a un économiste qui me dirait, tu es toujours dans la vague si la nouveauté, c'est le bon créneau, tu décolleras avec. Si ton business historique, originel, traditionnel, c'est celui qui était le bon, mais il survivra. Donc, c'est le pari que nous avons fait. Voilà. Alors, comment aujourd'hui réconcilier quand même la clientèle avec la librairie? On sait qu'à la base, de façon historique, d'un point de vue historique, pardon, aller en librairie, ça ne relève pas de notre culture. Alors,
ça encore, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit tout le temps aux personnes. J'ai passé ma vie en Côte d'Ivoire. De l'école primaire jusqu'à l'université, j'ai tout fait ici. Mais à l'époque, on lisait. Et on lisait beaucoup. On lisait toutes sortes de bouquins. Je ne sais pas si vous avez connu, vous, la génération Blake, Zambla, Picsou et tout le reste. Et les livres de, comment ils appelaient ça, collection rose et verte et tout. On a tout lu. Mais il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas Internet, d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça partait de la base, ça partait de l'éducation. Et le livre était accessible. À l'époque, ici en Côte d'Ivoire, vous avez ce qu'on appelait les chaînes avions. C'était un réseau de magasins. Vous avez les chaînes PAC. Et toutes ces boutiques vendaient du livre. Le livre, vous le trouviez partout. Il y avait des librairies, Ville-Pastour, Quenom et tout ça. Vous avez des librairies partout. Et, alors, c'est ça le plus important, le livre avait une place à l'école. Le maître vous apprenait déjà à lire. Dans des écoles même publiques, vous avez des petites bibliothèques. Vous alliez dans les paroisses, vous avez des bibliothèques. Ce qu'on appelle l'Institut français aujourd'hui, c'est le Centre culturel français à Abidjan ou Jacques Aka à Boaké. C'était animé. Donc les gens lisaient. Et les livres, on en parlait. Alors, aujourd'hui, on dit qu'on ne lit pas parce que simplement le système éducatif n'a plus mis le livre au centre. L'institut lui-même ne lit plus. Il ne conseille pas de livres aux gamins. Des bibliothèques, il n'y en a plus. Les librairies se font de plus en plus rares. Je dis, le livre, c'est comme le pain. Plus vous mettez de boulangerie, plus les Ivoiriens mangeront du pain. S'ils doivent passer des kilomètres pour aller acheter du pain, mais ils mangeront autre chose. Voilà. Donc, le livre, l'Ivoirien reprendra son pôle lecture le jour où on mettra le livre culturellement au centre de ses activités. Alors, nous allons maintenant parler de ce recueil de poèmes, Taudis du bonheur. Pourquoi de tous les poèmes écrits par votre feu père, vous n'avez retenu que ce titre-là, Taudis du bonheur, et pourtant, c'est pas le poème le plus long. Oui, oui. Alors, lisez-le, vous allez voir. Alors, c'est... Déjà, les poèmes, je vais vous dire, c'est ma mère qui les a choisis. D'accord. Il y en a encore une flopée, en fouillant ses affaires. Elle m'a dit, écoute, il y a le poème de ton père, qu'est-ce que tu veux en faire et tout. Je lui ai dit, bon, allez, on va éditer quelque chose. Donc, choisis, voilà. Donc, c'est elle qui les a choisis. Et puis, lorsqu'on a fait comme ça les titres, j'ai demandé un peu donc à celui qui a travaillé sur l'édition, c'était Faustin Toa et quelques-uns. Dites-moi celui que vous préférez. Et puis, c'est bizarre, il y a eu autour, ils ont dit, c'est celui-là, Taudis du bonheur, nous sommes tellement light, nous sommes, voilà. Sinon, c'était pas mon mot préféré. Voilà, je vous dirai mon préféré tout à l'heure. Ah oui, moi, il y en a beaucoup que j'ai préféré, mais son poème le plus long, c'est Dérive. Oui. Et profondément existentialiste dans le contenu. Qui était-il en fait, votre père? Alors, en résumé, je vais vous dire très brièvement. Alors, moi, c'est vrai que c'est mon père, mais pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. D'abord par son parcours, je vous en parle très brièvement. Voilà quelqu'un qui grandit au village et puis qui a la chance, c'est-à-dire qui est choisi par un curé pour aller à l'école. Parce qu'à l'époque, on demandait aux parents de donner un enfant pour aller à l'école. Et lui, son père était chef. Son père dit, là, je suis mal. Si j'en donne pas un, je ne pourrais pas dire aux autres de donner. Et c'est comme ça que lui, le curé dit, c'est celui-là que je veux pour aller à l'école. Et c'est comme ça qu'il va à l'école. Donc, il fait l'école catholique, il fait le séminaire. Puis à un moment de sa vie, il a le choix entre être un curé ou... Voilà. Donc, il décide finalement de ne pas être curé. Mais en récompense, il décide d'aller enseigner après le bac dans une école, dans une mission catholique, voilà. Donc il se retrouve à Kachola, 2 ans. Après ça, il repart à l'université. Il va être prof de lycée. On l'a fait en Bayakro, je ne sais pas si vous connaissez le pays. Il y va et après ça, il revient à l'université faire un 2A, voilà, et tout. Et il obtient une bourse. Alors sa bourse le ramène en France, à Strasbourg, où il fait donc ses doctorats et tout le reste. Il est capté là-bas pour être enseignant à l'université.
Et puis, voilà, il voyage, États-Unis et tout. Et puis un matin, c'est au fait qu'il appelle. Parce qu'à l'époque, ici, à l'université d'Abidjan, c'était des coopérants. Écoutez, j'entends parler de vous et tout ça. Je pense qu'il faut rentrer pour vous occuper de la fac de lettres et tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à Abidjan et qu'il continue son aventure. Ouais. Alors, voilà. On a dans ce recueil de poèmes une panoplie de thèmes très éclectiques. Il parle de la tolérance, il parle de l'amour, il parle de la violence, il parle du mal d'exister. Et dans Dérive, il met en avant le souci de la tolérance, alors qu'on vit dans un monde tellement violent. C'est ça. Et il y a également, dans un autre poème, le temps, où il fait l'éloge du temps. C'est ça. Et je trouve quand même que c'est un recueil très riche, mais écrit d'une plume très simple. Simple, ouais. Est-ce que finalement, cette écriture-là ne ressemble pas à la nature même de Exactement, exactement. C'est-à-dire, il essaie de passer le message de la façon la plus simple, et on sent que ça vient du fond de soi-même, du cœur. Quand je vous parlais des poèmes, par exemple, l'un de ceux que je préfère le plus, c'est Bête ou Fou. Ah, Bête ou Fou. Bête ou Fou. Alors, dans Bête ou Fou, il célèbre le retour à l'authenticité. Ouais, le retour à l'authenticité, et surtout, il veut donner du courage. Quand je vois ça, ça me fait penser au film qui parle de notre africanité, là, qui est sorti à, voilà, comment il s'appelle ce film-là? Black Panthers. Ah, Black Panthers. Ouais, c'est un peu ça, où il dit le plus malin, je crois, de l'albo blanc se croit plus intelligent ou alors moins bête que le plus négro-nègre. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'il cherche, il demande qu'on prenne nos responsabilités. Il explique aux Africains comment ils peuvent être idiots. Comment on peut leur imposer de brader, machin, et ça finit par, il dit aux Africains, tuez-vous de vos propres mains. Et il dit, chef échec nègre ne fait qu'obéir. C'est-à-dire qu'on est prêt à se trucider nous-mêmes contre nos propres intérêts, alors qu'on a la capacité de se prendre en main, et voilà. Mais il y a son goût pour, je ne veux pas dire pour les femmes, mais la beauté de la femme. Oui. Il l'a célébré à sa manière, plusieurs reprises, Finda. Finda, Rima. Voilà. Et puis il a consacré un beau poème à Agé, je crois, c'est sa petite fille. C'est sa petite fille, ouais. Alors, sa petite fille. J'ai trouvé ça très tendre. Ouais, sa petite fille. Et alors, votre père, j'imagine qu'il était profondément, vous dites, on parlait tout à l'heure du retour à l'authenticité, mais il était profondément panafricaniste aussi. Il était panafricaniste. La preuve, il a fréquenté tous les autres, les Chinois Chébé ou les Soninka et tout. Il était panafricaniste. Et il était convaincu que l'Africain, le Noir, devrait avoir aucun complexe vis-à-vis des autres et qu'on avait nos propres capacités, qu'il fallait juste les mettre en exergue. Alors, je vous en donne juste un exemple que vous comprenez. Voilà un mec qui est prof d'université. Il part à la retraite de façon brusque. Parce que lui, il part en 90-93 quand le Premier ministre Ouattara décide que tous ceux qui ont 30 ans de service s'arrêtent. Bon, lui, ayant commencé à travailler très jeune, il n'avait pas l'âge de la retraite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avait des offres pour partir dans les universités en Afrique du Sud, aux États-Unis et tout. Ma mère lui a dit, écoute, moi, je ne m'expatrie plus, je ne bouge plus. Il est retourné à Sinematali s'occuper de ses plantations. Voilà. Et aujourd'hui, il nous a laissé là-bas 2 magasins de conditionnement de mangue. Il exportait de la mangue. Puis un jour, il m'a dit, je crois que j'ai perdu mon temps à l'université. Parce que finalement, je vis beaucoup mieux avec mes mangues que... Voilà. C'est pour ça qu'il fait quelquefois des hommages comme ça à ces mangues sur un ou 2 poèmes. Voilà. Sur les mangues. Voilà. Mais il y a le professeur Seri Bailly que j'admire et que je respecte beaucoup. Qui lui a rendu hommage à la fin du livre. Il écrit ceci: il est juste que les héros ordinaires soient reconnus,
La lumière vient toujours à tous qui méritent d'être éclairés. Grand frère, tu aimais ce poème de Langston Hughes, de Dream Deferred. Yeah. Et ce qui l'a aussi beaucoup marqué, c'est cette culture, je vais dire, noire américaine. Oui. Bon, il se retrouvait un peu, voilà, un peuple qui était martyrisé, voilà, à cette époque, et il voyait en fait, comme il disait, voilà, nous sommes des Noirs indépendants, comme on dit, et puis voilà, des Noirs de l'autre côté, sous la discrimination et tout le reste. Donc il comprenait pas pourquoi cette Afrique-là, ces Noirs-là bougeaient pas. Donc c'est pour ça qu'il a mené un peu ce combat avec eux et qu'il a essayé, étant francophone, de divulguer un peu cette lutte-là. Et concernant donc Seribaï, ils ont fait, je veux dire, un long chemin ensemble. Ils ont surtout partagé des rêves ensemble. Voilà. Et ces rêves-là, bien sûr, ils étaient peut-être la goutte d'eau dans la grosse mare, ils voyaient pas les choses bouger dans leur sens. Donc souvent, Seribaï utilise bien souvent ce terme de rêve brisé. Voilà. Maintenant, il parle de rêve différé, ça veut dire qu'il garde encore l'espoir que voilà, les choses s'arrangent et que les consciences reprennent. Et pourquoi vous avez accepté d'éditer ce recueil de poèmes à titre posthume? Bon, simplement, c'était une façon de passer son message, comme j'ai dit, aux autres générations. Faire plaisir à son épouse aussi, qui gagne une grosse fierté de dire mon mari, c'était un grand type, mais pas les grands types dont on parle maintenant. Voilà. Merci René Edith. Voilà. Merci infiniment d'être passé par chez nous et très bonne journée. Merci à vous aussi et puis voilà, merci beaucoup.